tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes décidément particulièrement actifs cette semaine, mais en même temps l'actualité des secrets Dumbledore est tellement riche qu'il nous semble presque compliqué de faire autrement, même si nous avons en ce moment envie de faire de très nombreuses autres vidéos sur des contenus un petit peu moins d'actualité, mais notre chaîne ayant vocation à être l'une des premières chaînes d'information sur l'actualité du monde magique en France, il est nécessaire évidemment de répondre à cette actualité brûlante qui a débuté évidemment avec la promotion des secrets de Dumbledore. Les nombreuses nouvelles images que nous avons pu découvrir à l'occasion de la diffusion de la seconde bande-annonce internationale, puis de courtes pages de publicité et enfin la bande-annonce japonaise nous ont évidemment apporté de très nombreuses informations, mais aussi de très nombreuses interprétations possibles sur de nombreux mystères. Dans la seconde bande-annonce diffusée début mars, nous avons pu découvrir une scène pour le coup très mystérieuse, peut-être même la plus mystérieuse depuis un petit moment. Et c'est particulièrement sur cette scène que va porter notre vidéo, car elle réunit de nombreux sujets qui nous intéressent et qui seront en toute logique au cœur des films des secrets de Dumbledore. Évidemment, vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est évidemment de décrypter le plus possible ce qui est inscrit sur ce miroir. On voit bien l'effort, relativement maigre, fait par les équipes de la Warner Bros pour dissimuler la nature exacte de l'inscription, car forcément, la dévoiler dans la bande-annonce pourrait éventuellement dévoiler une partie de l'intrigue. En réalité, il y a fort à parier qu'il s'agit aussi d'une bonne vieille technique marketing de la Warner pour nous intriguer et nous faire passer quelques heures dessus. Bon, déjà, on va reprendre le contexte de cette scène. Nous nous retrouvons dans le célèbre bar de la Tête de Sanglier, dont le tenancier n'est autre qu'Aberforth Dumbledore. La Tête de Sanglier, c'est un endroit qui est bien connu des fans de Harry Potter, puisque c'est à cet endroit que se tient la toute première réunion de l'armée de Dumbledore. La réunion fondatrice de ce mouvement de résistance scolaire, si on osait ce terme. Ce bar, on le sait, tient une place très particulière dans l'histoire de Harry Potter. Tout d'abord, on sait bien avant ces premières images des secrets de Dumbledore que Dumbledore fréquente de manière assez régulière ce bar pour un certain nombre de rendez-vous. C'est notamment le cas par exemple d'un rendez-vous qui va changer toute l'histoire du monde magique, puisque c'est à la Tête de Sanglier que Albus, alors directeur de Poudlard, va rencontrer Sybil Trelawney, qui vient postuler pour un poste de professeur de divination. Dumbledore ne considère pas la divination, on peut même dire qu'il ne tient pas du tout cette matière en grande estime, et s'apprête même à la supprimer du programme éducatif de Poudlard. Seulement, Sybil Trelawney, comme vous le savez, va faire ce jour-là sa prophétie, celle qui va tout changer et sanctuariser l'avenir de Harry Potter et celui de Lord Voldemort. D'ailleurs, Albus Dumbledore n'est pas le seul à fréquenter cet établissement, bien moins en vue que son concurrent des Trois Balais, ce jour-là, puisque l'on sait que Severus Rogue espionne également la conversation qui se tient entre Albus Dumbledore et Sybil Trelawney. Comme on vous le disait au début de cette vidéo, l'armée de Dumbledore tiendra ensuite sa réunion fondatrice, car il était beaucoup plus prudent de se réunir dans un lieu où très peu de gens se rendent, en tout cas nettement moins qu'aux Trois Balais. Harry, Ron et Hermione se sentent dans ce lieu un peu plus protégés qu'à Poudlard, qui, on le sait à cette époque, est déjà tombé sous le joug de Dolores Ombrage, la grande inquisitrice de Poudlard, qui est une personnalité absolument délicieuse, mais avec un léger côté tyrannique. Bon, ok, c'est de l'ironie, hein, vous l'aurez tous compris. On retrouve ensuite la Tête de Sanglier dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, où nous faisons pour la première fois la connaissance d'Aberforth Dumbledore. Bien évidemment, nous avions déjà croisé ce tenancier, bien bourru et peu agréable, mais nous ne savions pas du tout qu'il s'agissait d'Aberforth Dumbledore. Ce fut donc une surprise pour nombre de lecteurs de découvrir ce personnage dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. Ça, c'est à peu près, grosso modo, tout ce que nous savions donc de la Tête de Sanglier, si on veut quand même résumer en bref. Dans Les Secrets de Dumbledore, on découvre en fait dès la première bande-annonce que ce bar sera bel et bien présent et que nous rencontrerons un Aberforth Dumbledore évidemment bien plus jeune que sa version dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. On sait qu'il se passera dans ce bar au moins 3 temps différents. Un premier temps où Norbert et Thésée retrouveront Albus Dumbledore et feront la connaissance d'Aberforth. Un second temps qui sera un temps d'échange entre Albus et Aberforth et où le portrait d'Ariana semble avoir une part particulière. Et c'est ce second temps d'ailleurs qui va nous intéresser le plus. Et enfin, dans un troisième temps, on voit Minerva McGonagall venir interrompre Albus Dumbledore sur le pas de porte de la Tête de Sanglier en raison d'une urgence survenue à cause de Gellert Grindelwald. Cela semble indiquer en effet que le passage secret à cette époque n'existe pas encore, ou alors que Dumbledore ne l'a à ce stade pas du tout communiqué à qui que ce soit et que lui seul en connaît éventuellement à cette époque-là l'existence. Comme on vous le disait, c'est principalement le second temps, entre guillemets, qui nous intéresse tout particulièrement, car on comprend que la relation entre les deux frères est franchement très loin d'être simple et très éloignée de ce que l'on pourrait appeler une relation saine et harmonieuse. Ça semble être une évidence.
Alors, on savait déjà depuis Harry Potter et les reliques de la mort que le lien qui unit Albus et son frère est relativement compliqué et tranche de manière très éloignée avec l'idée qu'on pourrait avoir d'une véritable relation familiale. On sait les reproches adressés par Aberforth Dumbledore à son frère aîné, enfin en tout cas on croit les savoir, on sait qu'Aberforth a toujours reproché à Albus Dumbledore d'avoir laissé sa famille tomber pour suivre Grindelwald, sans compter évidemment la mort dramatique d'Ariana Dumbledore qui a généré bon nombre de points de dispute et de désaccords, dont l'on sait que Aberforth Dumbledore tient très largement pour responsable son frère Albus dans la mort de leur petite sœur. Les secrets de Dumbledore vont donc nous permettre, pour la première fois, de voir cette relation si difficile et si complexe sur grand écran. Et très sincèrement, c'est peut-être l'un des événements que nous attendons le plus dans cette nouvelle saga, car on sent bien que l'histoire de Dumbledore est une histoire de famille qui n'a absolument rien de normal. Nous sommes en effet dans le registre à la fois du tragique, mais aussi de l'extraordinaire quand on parle des Dumbledore. C'est comme ça en tout cas nous que nous le percevons. Dans de précédentes vidéos, nous avions déjà expliqué à plusieurs reprises que si l'identité de Croyance était bien celle d'Aurelius Dumbledore, ou tout du moins, même si Croyance en était, lui, absolument convaincu que c'était bien son identité, il était évident que cette question allait devoir se gérer de manière familiale, et non chacun de son côté. S'il y a bien des secrets dans les affaires de Dumbledore, c'est bien aux deux frères de gérer le problème et éventuellement de faire la lumière sur un certain nombre de points dont ils peuvent ou non avoir connaissance, car c'est là en fait le véritable nœud de l'histoire. Savent-ils exactement tous les secrets de famille dans l'histoire de la famille Dumbledore? C'est quand même un peu difficile à dire. Le fait est qu'il n'y a en tout cas aucune surprise que Albus et Aberforth s'attaquent à la question centrale de l'identité de Croyance et à la manière de traiter véritablement ce sujet, y compris si éventuellement c'est un mensonge de Gellert Grindelwald, ce qui reste encore tout à fait possible puisque vous savez que Gellert Grindelwald est quand même un très grand manipulateur et qu'il a pris pour habitude quand même évidemment de manipuler beaucoup de gens pour arriver à ses fins, et on sait qu'Aurelius a très bien pu tomber entre guillemets dans cette démarche là et qu'en réalité il se fasse en fait complètement avoir depuis la fin des crimes de Grindelwald. Ainsi, le contexte dans lequel apparaît ce mystérieux message demeure pour le coup on ne peut plus compréhensible. Cependant, on a évidemment 1001 questions. Qu'est-ce que ce message? Qui a écrit ce message? Et surtout, pourquoi? Alors, on y a franchement passé quelques heures. On a tribaturé les fichiers, les captures d'écran, un nombre de fois relativement incalculable pour essayer de deviner les lettres manquantes. Évidemment, l'inscription est en anglais, donc on va essayer d'être le plus clair possible pour ceux qui n'auraient pas une appétence particulière pour la langue de Shakespeare, ce que l'on peut comprendre. Les lettres que l'on distingue au premier coup d'œil sont Do you know? Première partie de la phrase. Donc en gros, vous savez, qu'est-ce que vous savez si on veut le traduire. Et ensuite, un WH, pouvant donc indiquer plusieurs possibilités, par exemple, who, why, what, c'est-à-dire qui, pourquoi ou qu'est-ce que. Et ensuite, on distingue un I, puis un espace, et enfin un S, et ça ne ressemble pas du tout, par exemple, au verbe is. Donc, c'est un autre nom. Et enfin, on finit avec un autre mot, avec plusieurs espaces, où se trouvent les lettres, notamment I et K. Pendant un sacré bout de temps, on s'est posé la question de savoir si la question ne serait pas quelque chose du genre Do you know who is Kendra, par exemple. Puis au final, on a quand même bien distingué un i devant le k. C'était donc franchement impossible. Ensuite, on a tourné autour de la question de savoir ce qui pouvait, entre guillemets, être au cœur du message et de qui pouvait, en fait, parler derrière ce message. Ou de quoi, en tout cas. Puis on a fini par réussir en additionnant plusieurs images de trailer et donc la modification finit en fait par nous faire comprendre que le message, finalement, était bien différent de ce qu'on avait pu imaginer auparavant autour de la question, par exemple, de Kendra Dumbledore, puisqu'on avait vu un cas, on avait directement pensé à ça. En réalité, le message inscrit sur ce miroir est Do you know what it's like to be alone? En gros, sais-tu ou savez-vous, vous savez que le tutoiement, le vouvoiement n'existe pas en Angleterre, donc sais-tu ou savez-vous ce que cela fait d'être tout seul? La révélation de cette inscription nous conduit donc clairement sur une piste pour le moins un peu étonnante. Alors, partant de ce message, la théorie tout de suite qui nous vient en tête en premier lieu, c'est évidemment une discussion assez étrange entre d'un côté Albus et Aberforth et pourquoi pas de l'autre côté Croyance, qui réussit à pratiquer une magie pour le moins très étonnante car puissante, mais aussi très instructive, car cela voudrait dire que Croyance serait en capacité de rentrer en contact avec les Dumbledore, probablement dans le dos de Gellert Grindelwald. Et pourquoi cette méthode magique si particulière pour rentrer en contact? Il y a là beaucoup de mystères. La phrase, cependant, elle aurait beaucoup de sens,
car on peut imaginer, si Croyance est bien l'expéditeur de ce message, qu'il s'agit d'une manière pour lui d'évacuer sa rage, de vider littéralement son sac et d'adresser des reproches à ces personnes qui sont censées être de sa famille et qui l'ont oublié. La solitude a toujours fait partie en quelque sorte de la vie de Croyance, que ce soit à l'orphelinat ou encore auprès de Gellert Grindelwald. Cette interrogation en forme de reproche sonne donc pour le coup tout à fait juste. Cependant, on se pose bien évidemment la question de savoir la manière dont les deux frères reçoivent cette information. Et d'ailleurs, pourquoi cette conversation se déroule-t-elle au bar de la tête de sanglier, certes fermé au public, mais pourquoi cela ne se passe-t-il pas à Poudlard? Après tout, Albus Dumbledore est quand même bien plus facile à localiser qu'Ablefort. Il y a là donc un véritable questionnement qui demeure pour le coup très opaque, c'est-à-dire comment effectivement cette forme de dialogue s'est-elle mise en place. Alors là-dessus, on pourrait éventuellement découvrir de nouvelles méthodes de communication magique, mais ça reste évidemment à vérifier. Alors, on a tenté évidemment de comparer l'écriture à plusieurs sources finalement pour essayer de définir l'interlocuteur des Dumbledore. Une première source était le document remis par Croyance à Nagini dans La femme Cirque Arcanus lors des crimes de Grindelwald. Force est de constater que les deux écritures ne correspondent absolument pas du tout. Après, comme il s'agit d'un accessoire de tournage, il est tout à fait possible aussi que ce document ait été rédigé par Mina Lima ou un autre membre par exemple de la production. Ensuite, on a comparé cette écriture avec l'écriture d'Ezra Miller dans la vraie vie. Alors, on observe un certain nombre de similitudes, notamment dans la forme des O et des U. Similitudes qui peuvent être effectivement assez frappantes. Cependant, il y a quand même des divergences qui existent et qui, d'un point de vue purement de l'analyse graphologique, rendent quand même difficile à croire qu'il s'agit bel et bien de l'écriture d'Ezra Miller sur le miroir. En effet, les cas ne correspondent aucunement et sont réalisés d'une manière tout à fait différente. Et c'est quand même assez rare qu'on change de manière de dessiner en fait une lettre en cours de route. Généralement, ça reste pour la vie. Alors après, autre possibilité, l'inscription sur le miroir a elle aussi été rédigée par un membre de la production. Tout est possible, mais évidemment, rien ne peut être confirmé avant d'avoir vu le film, mais en l'occurrence, ça reste quand même une possibilité. Mais bon, on va essayer d'aller quand même au bout de la démarche intellectuelle, si ce n'était pas Croyance, même si la logique voudrait éventuellement que ce soit lui. Qui cela pourrait-il bien être? Alors, on a deux autres hypothèses, mais franchement, un peu capillotractée, on va quand même vous l'avouer. En tout cas, pour l'une d'entre elles, elle est un peu plus capillotractée que les autres, et c'est d'ailleurs par celle-là que nous allons débuter. En effet, on sait que dans cette séquence se trouve aussi le portrait d'Ariana Dumbledore. On le voit apparaître à plusieurs reprises dans les différentes bandes annonces. Il n'a jamais été fait mention d'une éventuelle capacité de ce tableau de communiquer, alors que c'est possible pour les autres tableaux. Nous l'avons toujours vu, le portrait d'Ariana en permanence muet, et on la voyait effectivement acquiescer par un signe de tête qu'elle avait bien compris l'échange qu'elle avait pu avoir par exemple avec Ablefort dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. On pourrait donc imaginer, si on est un peu fatigué, et on va l'avouer, c'est notre cas, qu'il peut s'agir de sa manière de s'exprimer. Nous assisterions dès lors à une sorte de conversation entre fratries. Il est généralement assez commun de parler à des tableaux dans le monde de Harry Potter. On le voit notamment avec le chevalier de Catogan, avec le portrait de la grosse dame, ou encore avec le portrait du professeur Black, ou celui du professeur Dumbledore dans les événements de Harry Potter et l'enfant maudit. Il pourrait donc, pourquoi pas, y avoir cette possibilité. Si tel était le cas, peut-être qu'Albus, Ablefort et Ariana parlent en effet de la manière d'aborder Croyance, de gérer les difficultés que rencontre ce garçon. Par ce biais, Ariana pourrait aborder sa propre perception de l'expérience d'être évidemment un obscurial. Bref, c'est franchement très tiré par les cheveux, mais après tout, ça reste quand même une forme de possibilité qu'on voulait quand même évoquer juste par acquis de conscience. Autre possibilité, il s'agit seulement d'une manière pour Ablefort ou pour Albus Dumbledore d'exprimer visuellement ce qu'ils ressentent avec une petite musique toute douce par derrière et quelques regards à faire pleurer toutes les chaumières de Préolard. Ça peut passer, on sait jamais. Mais en vrai, notre thèse préférée demeure quand même celle de Croyance et celle qui nous semble entre guillemets le plus facile à mettre en œuvre, même si celle concernant Ariana Dumbledore ne manquerait pas quand même d'une certaine délicatesse et d'une certaine poésie. On trouvait que ça pouvait effectivement être le cas, mais c'est vrai que ça aurait plus de sens que ce soit Croyance. Mais là aussi, c'est la question du pourquoi. Alors, on peut imaginer que si Croyance, évidemment, rentre dans la logique de commencer à vouloir parler avec ses frères ou ses supposés frères de son identité, bon, on peut imaginer que effectivement, il essaye d'aller au-delà de la volonté qui est celle de Grindelwald de faire de lui une arme. Donc, ce serait quand même quelque chose de positif. Ça voudrait dire que Croyance n'est pas non plus
totalement, on va dire, inféodé à la question de l'autorité que pourrait avoir Grindelwald sur lui. On sait que les tensions entre les deux sont vives, on le voit même dans la bande-annonce quand il se fait projeter dans Normandgarde à proximité de ce bassin dans lequel se trouve Grindelwald. Donc tout est possible, il peut y avoir effectivement cette forme de désobéissance et donc un dialogue qui se met en place. Maintenant, après, c'est vrai qu'on est un peu surpris de l'endroit, ça aurait été plus logique que ça se passe à Poudlard, est-ce que ça aurait pas pu se faire par un autre biais magique? Bon, pourquoi pas. Après, il faut quand même vérifier évidemment tout ça une fois qu'on aura vu le film, peut-être qu'une prochaine bande-annonce viendra nous révéler évidemment la réponse, mais voilà, bon, nous on voulait quand même en parler avec vous parce que c'est vrai que c'était l'un des grands mystères de cette bande-annonce. Là, on a décrypté le message, donc on pense effectivement être désormais en capacité d'échafauder un certain nombre de théories. Ça nous intéresserait évidemment beaucoup de savoir, vous, quelles sont vos théories, comment vous percevez entre guillemets ce message. Est-ce que c'est un message qui vous fait penser plus effectivement à Aurelius Dumbledore? Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi, pourquoi pas, une méthode de communication qui est celle d'Ariana? N'oublions pas qu'Ariana était elle aussi avec un Obscurus, donc il peut se passer tout un tas de choses. Est-ce que effectivement elle ne s'exprime pas différemment que les autres fantômes dans les tableaux? Tout est vraiment possible. Enfin, il y a un nombre de théories incalculables qu'on pourrait faire. Peut-être que nous ne détenons pas la vérité, vous le savez, on le dit toujours, hein. Ce sont des théories, donc forcément les théories, soit elles sont confirmées, soit elles sont infirmées. C'est comme ça, c'est le jeu auquel on se livre. Mais ça restait quand même une question importante et donc on est vraiment très intéressé par lire toutes vos théories, vos idées, savoir ce que vous pensez de ces trois théories, même si elles sont un peu capillotractées parfois. Et comme ça, on pourra en discuter évidemment tous ensemble dans les commentaires. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures, évidemment autour des secrets de Dumbledore, mais pas que. Et évidemment, on vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end.